Je me souviens des petits coureurs en plomb de mon enfance. Je m'en souviens, je les poussais pour jouer au Tour de France. Je me souviens de Jacques Anquetil, maître Jacques, blond et conquérant comme un viking, et de Raymond Poulidor Poupou, auvergnat du plateau des 1000 vaches. Le premier a déjà un imposant palmarès et récolte les sifflets du public. Il est jaloux du second qui n'est professionnel que depuis 4 ans, mais question popularité, Poupou fait la course en tête. Je me souviens de ces années 1960, la France se déchirait autour des 2 champions. Moi, j'étais supporter d'Anquetil, qui est né un 8 janvier comme moi. Mon père préférait Poulidor. Allô, la Redouto, est-ce que vous m'entendez, Daniel Potra? Nous écoutions la retransmission du Tour de France dans notre transistor. Raymond Poulidor va arriver maintenant, il est sur la dernière ligne droite. Attention, le voilà, top! Je vous assure que ce n'est pas gagné. Ce se jouera évidemment au millimètre ou au centimètre. Ici la motométrice, je me trouve actuellement derrière le groupe de Jacques Anquetil. L'écart entre le groupe Anquetil et celui de Raymond Poulidor est actuellement... Je me souviens de ce fameux tour en 1964. Le duel Anquetil-Poulidor est à son maximum. C'est un tour qui se termine le 14 juillet. Le tour, c'est la fête nationale. Et c'était un truc extraordinaire. Entre 2 Français, le 14 juillet, c'est pour ça que c'est le tour des tours. Voilà. Avec mon père, nous avions décidé d'aller encourager les géants de la route. Quelle surprise le lendemain en ouvrant le journal. J'étais sur la photo à côté de mon père. Je me souviens les soirs d'étape après le dîner, courir ventre à terre chez les voisins pour ne pas rater le résumé de l'étape du jour. Mon père riait et m'encourageait. « Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. » En cet été 1964, la canicule assomme la France et le peloton. En attendant les grandes bagarres des étapes de montagne, où chaque équipe devra tout donner pour défendre son leader, les grégarios, autrement dit les équipiers, ont une mission prioritaire, la chasse à la canette pour rafraîchir les ténors du peloton qu'il faut ménager. Poulidor ici revient lui-même sur les hommes de tête. Pendant les premières étapes, les 2 champions se jaugent et les supporters aussi. Certains en viennent aux mains, les journaux font même état de divorce. Anquetiliste ou poulidoriste, il faut choisir. La France était à majorité poulidoriste, puisqu'il ne gagnait pas, Anquetil était trop fort, on voulait voir le petit battre le grand, etc., etc. Donc j'étais catalogué, donc, surtout par le clan Anquetil, comme poulidoriste. Voilà. J'étais anquetiliste et poulidoriste, les deux. Parce que ces deux-là, ça a été 2 immenses champions. Anquetil un peu en avant, mais je pense qu'il n'y a pas une très très grosse différence athlétique. Il y avait ce qui a fait la différence, c'est l'organisation, c'est le mental, c'est l'ambition. C'est ça qui a fait la différence. Moi, j'ai toujours dit au départ, bon, après, il y avait le peloton qui est là, il y avait Poulidor. Et Anquetil, les journalistes avaient mis Poulidor ici. Mais au départ, Poulidor était là. Après, il s'est rapproché. Hein. Mais il n'a pas passé. Vous voyez ce que je veux dire? Poulidor. Quelque part entre les deux, il y a une différence de 2 ans, mais cette différence va bien au-delà. Il y a une différence sociale, il y a une différence de palmarès, il y a une différence de maturité et une différence de classe, il faut le dire. Donc, Anquetil, Poulidor, au départ du tour, il n'y a pas de duel. Il y a Anquetil qui est 10 coudées au-dessus, il n'a aucune considération pour Poulidor, il le considère comme un dilettante, il n'a pas de respect pour lui, c'est ce qui va provoquer en grande partie l'animosité entre les anquetiliens et les poulidoristes. Et il faudra que Poulidor le force, le pousse dans ses derniers retranchements pour qu'il devienne enfin un rival. Lundi 29 juin, la 8e étape, Thonon-les-Bains-Briançon. Le Tour attaque les Alpes. Bahamontes, surnommé l'Aigle de Tolède, s'échappe. Poulidor, très bon grimpeur, le suit. Il doit en profiter.
l'allure s'accélère. C'est que Raymond Poulidor, dans un grand jour, Raymond Poulidor éblouissant, au milieu des congères de neige, Raymond Poulidor essaie de réduire l'écart vis-à-vis de Bahamontes. À l'arrière, d'ailleurs, en queue de ce peloton, Anquetil souffre un peu. Les 2 derniers kilomètres seront pour lui un véritable calvaire, car on le sait, à plus de 2000 mètres d'altitude, Jacques Anquetil n'est pas toujours à son aise. Poulidor en 3e position est à 3 minutes 50, suivi de Jiménez, Simpson, Junkermann, Fouché, et suivez les derniers mètres de l'ascension du Galibier par Jacques Anquetil, une ascension dont il se souviendra sans doute longtemps. Pourtant, dans la descente, Jacques Anquetil va se retrouver. Jacques Anquetil reviendra tout d'abord sur Raymond Poulidor, qui est détaché en compagnie de Anglade qu'ils ont récupéré et Junkermann. Pour la 2e place, Poulidor va s'imposer aussi. Et s'il nous fallait ce soir nous demander quel est le favori du Tour de France, on pourrait sans aucun doute classer au premier rang Raymond Poulidor, qui aujourd'hui a été tout simplement éblouissant. Jusqu'à la campagne, bon, on travaillait pour manger, bon, on n'était pas malheureux, mais on n'avait pas d'argent et tout. Tandis que les courses, en ce moment, étaient superbes payées. J'ai toujours pris en référence, en 1956, le Grand Prix de Perlevanne. J'avais fait 2e de la course. C'est Le Guilly qui avait gagné. C'était un grimpeur. Moi, je suis rentré le soir à la maison, j'avais gagné 120 000 francs. Mes parents, ils ne gagnaient même pas ça dans l'année. On n'était pas malheureux, mais ça s'arrêtait là. Mes parents sont fraisiéristes, ils étaient fraisiéristes. Enfin, évidemment, c'est les travaux de la campagne, mais c'est pas tout à fait cultivateur. C'est uniquement s'occuper des fraises, culture maraîchère. Je crois que j'ai été habitué à souffrir très très jeune, en ce sens que j'ai travaillé très tôt avec mes parents. À l'école aussi, après l'école, il fallait que je fasse du vélo où j'avais du travail à faire à la campagne chez mes parents, aussitôt après l'école. Alors ça aussi, c'est une discipline de vie, c'est une espèce de souffrance. Le 16e n'a jamais fait un champion. Non, il faut un gars qui ait faim. Ou il faut qu'il ait de l'orgueil, ou il faut qu'il ait faim. Mais s'il a les deux, ça tombe dans un champion obligatoirement. C'est normal. Vous faites plus d'avancées avec un gars qui a besoin d'argent qu'avec un gars qui n'en a pas besoin. Parce qu'un gars qui a du pognon dans les fouilles, il ne restera pas 6 heures sous la pluie. Ou il ne montrera pas 4 cols. Il en montrera un. Lorsque je prenais le départ d'une course à étapes et tout, lorsque j'arrivais pour faire les premières étapes, je quittais ma campagne et tout, je pensais à ma campagne et tout. Des fois, je rêvais en course et ça m'a joué beaucoup de tours. Mardi 30 juin, la 9e étape. À la sortie des Alpes, Poulidor devance Anquetil au classement général. Mais malgré ses efforts, Poupou n'a pas réussi à creuser un écart suffisant. Chaque seconde compte. Voici le col de Restefan, un col dantesque qui culmine à 2802 mètres d'altitude. C'est, je crois, le col le plus haut d'Europe. La route est étroite, gravillonneuse, sinueuse. Il fait une chaleur torride. Rostolan est parti, tandis que le peloton de tête comprend toujours, bien sûr, Bahamontes, Poulidor, Anquetil. Mais Jacques, je vais vous dire, était très estimé dans le peloton. Il y a déjà la classe, il y a la volonté, et puis il y a la souffrance. Disons qu'il faut s'accrocher des moments. Regardez la souffrance. Ah, il ne laisse rien voir. Rien voir. Mais alors, regardez ça. Alors, mais vous savez, les champions, c'est pas des gars comme les autres. Hein. On sent que c'est un gars qui est prêt à rugir. Regardez, il fait corps avec son vélo. Et il a la tête fixée sur la route, mais les coudes, la tête qui rentre dans les épaules, et il donne tout ce qu'il a dans le ventre, c'est le cas de le dire. Tous les coureurs, ils vivent journellement avec ces gens-là. Eh bien, il n'y a pas photo, hein. Ils voient le comportement des deux. Et Anquetil, ils vénéraient Anquetil. Quand on avait échappé qu'Anquetil et qui mettait tout le monde à la pédale pleine d'air, tout le monde dans le bord, le compteur monte.
Alors, il arrivait à nous mettre l'aiguille dans la boîte à gants, lui. Hein. Alors que Raymond était bon, mais il n'a jamais fait d'exploit à faire exploser tout le peloton. Alors qu'Anctil, quand il se fâchait, il faisait exploser tout le peloton, lui. Hein. Avant tout, je crois que pour faire un cours en cyclisme, ce qu'il faut dire aussi, souvent à tous les jeunes, c'est s'apprendre à souffrir à l'entraînement, parce qu'une course se prépare beaucoup à l'entraînement, c'est pas uniquement le jour de la course qu'il faut savoir souffrir, c'est déjà la discipline de vie qu'il faut avoir pour s'entraîner, et puis alors après, quand on part dans la course, selon la chaleur, selon le mauvais temps, la pluie, le froid, ben là il faut s'habituer à souffrir. Les trois hommes de tête, ou plus exactement les trois grands leaders du Tour, car toujours il y a devant Rostolan. Devant Rostolan qui est suivi donc d'Anquetil, de Poulidor et de Bahamontes qui passe ici dans cet ordre. Poulidor, troisième à 1 minute 5, il a distancé très légèrement Anquetil de quelques mètres, puis viennent... Cette montée du col de Restefond, escaladée par le versant le plus pentu, n'a pas permis à Poulidor de faire la différence. Aujourd'hui, ce sont donc 22 hommes qui vont pénétrer sur la cendrée du stade Louis II pour disputer la victoire d'étape. La minute de bonification pour la victoire d'étape compte. La minute de bonification, c'est une minute de bonus qui bénéficie aux vainqueurs des étapes. Poulidor sprint, avec cette prime d'1 minute, il doit prendre l'avantage sur Anquetil. Il pense avoir gagné. Mais il semble que Poulidor ait produit son effort trop tôt. Il a sprinté dans la distance alors qu'il a la distance plus un tour. C'est maintenant Anquetil qui conserve la corde. Avec dans sa roue Simpson, le leader de l'équipe Peugeot, un Anglais extrêmement régulier, vainqueur l'an dernier de Bordeaux-Paris. Voici le dernier virage. Toujours Anquetil en tête avec Simpson. Anquetil qui remporte cette étape. Jacques, vous avez sprinté 2 fois pour gagner aujourd'hui. Oui, d'abord, quand j'ai vu Poulidor s'approcher de moi, je voulais à tout prix rester en tête. Alors ça m'obligeait à faire un premier sprint. Enfin, de toute façon, ça ne change rien. Poulidor, lui, ne lit pas très bien la feuille de toutes les indications d'arrivée. Non, on ne peut pas lui reprocher ça parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Et il y avait une centaine de mètres. Là, Raymond Poulidor croyait qu'on franchissait la ligne à ce moment-là. Il a sprinté et puis en fait, il y avait encore, comme on dit, la distance plus un tour à effectuer. Donc, voilà, il a sprinté trop tôt. Et Anquetil, en revanche, lui, est bien parti, parce que sur la cendrée, quand on est en tête, on a des chances d'y rester. Et Anquetil a gagné, Poulidor a terminé 5e ou 6e, je ne sais plus. Et Anquetil a pris ce jour-là 1 minute de bonification. À l'arrivée, il n'y avait que 55 secondes entre les deux. C'est peut-être le premier jour où Poulidor perd le tour. Ce qui est ennuyeux, c'est pas tellement le fait de perdre 1 minute que la manière dont on l'accable. On dit, bon, les anquetilistes, c'est le genre de truc, Poulidor est un con, il ne gagnera jamais le tour, et il s'est trompé, et on en rajoute, et on en rajoute. Et ça accentue la tension. Au moment de l'affaire Dreyfus, c'était les gentils contre les méchants, toute proportion gardée, et au moment de l'affaire Anquetil-Poulidor, c'était les intelligents contre les ploucs. J'étais poulidoriste en 1964, je le suis en 2013. Je préférais Poulidor. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas gagner? Non, c'est pas ça. C'était qu'il était moins fier, il était plus jovial, plus près des gens. Et je trouve qu'il était plus bon enfant. Comme on était tous les trois, les frangins étaient pour Poulidor et puis moi j'étais pour Anquetil. Alors donc c'était nos discussions quand on était jeunes. C'est pour ça qu'on est fâchés depuis 40 ans. J'aime bien les deux. Faut choisir. Non, Poulidor. Ah ouais. Pourquoi? Poupou. Il y avait la guerre entre deux un peu, mais je pense que Poulidor était peut-être aussi fort, je pense. Mais bon, pas tout à fait capable de le battre. Pourquoi? Mais je sais pas, il avait peut-être pas la tête que Anquetil avait. Anquetil courait beaucoup plus avec sa tête qu'avec ses jambes. C'est vrai que Poulidor est maladroit, il est négligent, c'est ce que lui reproche, c'est ce qu'Anquetil ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'un dilettante comme lui soit reconnu par les gens comme il est. Poulidor est admiré, et lui qui vient aussi son père était primeur, comme on disait, il vient de la terre, il ne comprend pas que les gens soient tournés vers... que les gens de sa condition admirent Poulidor et ne l'admirent pas lui. Moi, je sortais de ma campagne. Et du jour au lendemain, je suis passé professionnel en 60, et tout de suite, ça a été la réussite. Et tout de suite, le public a pris Poulidor sur son aile et tout. Moi, j'étais heureux. Alors, lorsque je dis que jamais je me suis réveillé le matin, jamais je me suis dit, en me réveillant, aujourd'hui je vais gagner, Jamais. Jamais. J'étais heureux. À tous ceux qui vous reprochent parfois de n'être qu'un professionnel
de n'être qu'un coureur qui pense à son contrat et à ce qu'il gagnera à la fin de la course. Est-ce que vous seriez capable de répondre que vous pourriez courir pour une médaille s'il le fallait? Non, pas du tout. Le sport cycliste est beaucoup trop dur pour courir pour des médailles. Samedi 4 juillet, repos à Andorre. La caravane du Tour est partie depuis 10 jours. Pendant que les suiveurs profitent de leur temps libre pour se distraire, les coureurs doivent rouler quelques kilomètres pour se décrasser les jambes. Jacques disait, moi, le jour de repos, c'est pour se reposer. Ça, c'était sa devise. Donc, il n'allait pas faire du vélo. Et puis, bon, ben Jacques, je ne sais pas, il y avait une histoire de mage qui lui avait dit que, prédit qu'il se tuerait dans cette étape. Donc Jacques, ça l'avait certainement traumatisé, bien entendu, puisque quand on vous annonce quelque chose dans ce sens. Donc tous les jours, il disait plus 15 jours, plus de... Et Gémiliani en avait marre, il m'a téléphoné, il m'a dit Nanou, il faut que tu viennes. On va faire un Michoui pour lui changer les idées, on va aller au Michoui. Et donc j'aime a pris Jacques en lui disant, bon ben allez, on va faire un tour aux journalistes là-bas. Oh, il n'a pas fait des excès, on a dit il s'est goinfré, non, il ne faut pas exagérer. Enfin moi je ne l'ai pas vu se goinfrer. J'ai vu surtout Anquetil mort dans un morceau de viande pour les photographes aussi. Bon, il a bu un peu, mais il avait l'habitude, Anquetil. Hein. Tout le monde était là, tous les suiveurs étaient là. Poulidor n'y était pas, lui, non. Mais Jacques Anquetil est venu avec son épouse. C'était la journée de repos. Et puis je vous dis, lui, s'il a envie de manger du méchoui, ben lui, il se sentait bien avec ça. Enfin, je ne vois pas que le Michoui puisse faire du mal. Et Jem lui avait dit, ça va le changer de morale, il va changer d'ambiance, il ne va plus penser à la journée de demain. Évidemment, il faut suivre un régime alimentaire, il faut suivre une discipline, mais il ne faut non plus pas exagérer. Il faut surtout avoir envie de se battre. Et moi, si je suis une discipline, trop dure discipline, je n'ai plus envie de me battre en vélo, alors ce n'est pas la peine. Il faut que je vive normalement, sans pour ça exagérer. Lundi 6 juillet, la 14e étape. Andorre-Toulouse, le début des Pyrénées. Anquetil, toujours grand favori, va-t-il regretter d'avoir nargué ses adversaires la veille? Je ne sais pas s'il y a eu une cabale qui a été montée contre lui, puisque disons qu'il nous prend un peu pour des idiots, il va manger le méchoui, et ils ont attaqué au départ. Ils se sont mis d'accord, Poulidor, enfin, je le suppose, puisqu'il y avait Poulidor, il y avait Bahamontes, il y avait Jimenez, les grimpeurs qui étaient là pour faire la course, pour faire exploser Jacques. C'est-à-dire ce sont des Espagnols sans grade qui ont attaqué au départ. Bahamontes a suivi et moi j'ai suivi. Mais je n'ai pas participé à cette attaque dans la Valira. Jacques a eu les grosses cuisses et il n'arrivait pas à enrouler, à pouvoir monter ce col. J'étais là, oui, j'étais à moto derrière. J'avais jamais vu Anquetil comme ça. Il était mort, il était au bord de l'abandon, au point de rupture, complètement. J'ai souffert pour lui. Jacques me dit, j'abandonne. Alors j'ai dit, tu ne vas pas abandonner, parce que il y a 3 semaines qu'on fait les couillons pour toi, tu vas monter là-haut, je vais te faire remonter. Non, j'abandonne, je ne peux plus, patati, patata. Enfin, bref, on s'est engueulé vraiment copieux sur le vélo, c'est le cas de dire. C'était tout l'argent de la victoire, des prix, mais de tout, qui s'envolait. En tête d'un peloton, Rostelan mène très fort pour tenter de limiter les dégâts en entraînant son chef de file. Il le poussera même à plusieurs reprises, ce qui vaudra à Anquetil d'être pénalisé ce soir. Pour le sauver, j'ai bien été obligé de le pousser. Et M. Godet, bien entendu, au bout d'un moment, il s'est retrouvé derrière nous, que c'était le directeur de la course. Et il est venu en me disant, Rostelan, je vous mets hors course. Et on avait eu, je crois, 15 secondes de pénalité. Ça ne fait pas tout une poussette, il faut quand même pédaler. Donc là, il a été, moi je crois, il a été au-delà des limites du courage, là, ce jour-là. Et puis il m'est venu une idée que le règlement disait qu'il fallait qu'on ait les mains sur le guidon. Donc je lui ai demandé d'écarter le coude gauche, puisque j'étais à sa gauche. Et il m'a dit, tu vas me faire tomber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire tomber. Mais je lui ai dit, non, j'abandonne, tu ne vas pas abandonner, écarte le coude et je vais te monter en haut. Et finalement, il a écarté le coude, et là j'ai passé mon coude droit sous le sien,
Et je l'ai monté comme ça jusqu'au sommet. Le brouillard fait son apparition au sommet du col. La descente est très dangereuse. Quant à Anquetil, ici en compagnie de Rostolland, il passera très loin à 4 minutes 30 alors que de nombreux coureurs se seront intercalés dont le maillot jaune Broussard et le maillot vert Yann Janssen. Alors j'arrive en haut sur le plateau, je dis Jacques, en pétard, Jacques, tant qu'à mourir, va mourir devant, il va pas mourir devant la voiture balai. Et là il se marre. C'est les premières fois qu'il se marrait depuis 12 jours. Et il se marre, et il me fait pas une descente au milieu de tout le monde. Quand il m'a raconté après ce qui s'est passé dans sa tête, quand il a vu qu'il avait la faiblesse, qu'il allait perdre le tour, que le match avait raison, il y avait du brouillard, je me rappelle, il m'a dit, il y avait plein de brouillard, j'ai dit bon j'abandonne, Rostolland était là, m'a donné un coup de main, et puis après j'ai dit bon puisqu'il a dit que j'aurais un accident, alors je fonce. Et il a foncé dans le brouillard. Moi je me souviens, j'ai descendu en tête, on descendait à 20 à l'heure, on ne voyait pas à 10 mètres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous les journalistes, les voitures suiveuses et tous, on dit ça y est, Anquetil, c'est bien l'abandon, même il risque une chute et tout. Et Anquetil a profité des phares des voitures. Il est retombé sur des voitures, sur les feux rouges des voitures, qui l'ont guidé dans les virages pour disons, descendre plus vite que ceux qui étaient en peloton devant. Mais nous, à l'avant, on était, avec Bahamontes, on était les deux seuls. Et c'était suicidaire de rouler jusqu'à Toulouse. Alors on a roulé, mais sans plus. Et après une poursuite vraiment extraordinaire, où l'écart entre les gros groupes reste longtemps à 1 minute, Poulidor est rejoint par Anquetil, c'est-à-dire que la jonction s'opère. Lorsqu'Anquetil, tout est rentré dans l'ordre et tout, et on restait 25 km à faire, j'avais cassé un rayon. Et Anton Emman s'est aperçu que j'avais une roue voilée. Là encore, ce qui s'est passé, le mécanicien, lorsqu'il m'a changé de roue, il m'a poussé et il n'a pas attendu que je tienne mon guidon, il m'a déséquilibré et je suis tombé. Poulidor, qui était le maillot jaune au sommet d'Envalira, qui était donc considéré peut-être comme le grand gagnant de la journée et Anquetil le grand perdant. Maintenant, vous voyez que les renversements sont extrêmement rapides. C'est Anquetil qui a réussi à être le gagnant en limitant les dégâts au maximum, tandis que Poulidor, sur un incident de course, semble avoir perdu le Tour de France. Bonjour Anton Amagne. À propos de technique, Anton Amagne, à propos de Raymond Poulidor surtout, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez amélioré chez lui? Eh bien sa position tout d'abord. L'an dernier j'avais constaté qu'il avait un 4 qui lui était trop petit. Je lui ai laissé terminer la saison et cette année il a commencé sa nouvelle saison avec un nouveau matériel. Vous savez, Anton Emman était un homme, bon, je ne dis pas qu'il enfreignait, que les autres enfreignaient les règlements, mais Anton Emman, il ne venait pratiquement jamais à ma hauteur pour me signaler mes temps. Il ne voulait pas avoir une réflexion comme quoi on abrite, on favorise le coureur et tout. Poulidor, c'est Poulidor. Il ne pouvait être appareillé qu'avec Anton Emman. Ils avaient un système de valeurs qui est tout à fait extraordinaire, qui fait que certaines choses n'étaient pas permises, alors que peut-être avec Gimignani était un peu plus romantique, un peu plus laxiste. Raymond Poulidor, il était avec Anton Emman, qui était toujours là dans les moindres détails, à leur apprendre la rigueur, l'entraînement. C'était le Pertonin, c'était un cas aussi, mais tellement droit, il n'aurait jamais voulu qu'il y ait une combine entre coureurs, lui. Hein. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui achetaient ou qui vendaient telle ou telle course, oui, mais ça s'est toujours fait dans le peloton. Je ne veux pas dire que c'était ce que faisait Gimignani, mais il savait peut-être mieux organiser les choses, disons, que ne le faisait Anton Emman, quoi. Jamais que je perde mes 2 yeux, que je perde mes 2 fils, que je perde mes 4 petits-fils, on a donné 1 centime à qui que ce soit pour gagner une course. À rien. Jamais on a donné un. Jamais. Mais sûrement qu'il était plus magouilleur que Tonin. Hein. Ah ouais, Tonin, c'était Tonin, quoi. Le lendemain, mardi 7 juillet, la 15e étape. Dernière étape pyrénéenne. Pour Poulidor, le résultat de la veille est une grande injustice. Il a la rage. Poulidor démarre et prend le large. C'est à nouveau l'événement d'importance dans le Tour de France.
Il rejoint d'abord et passe Evrart, puis tous ceux qui le précédaient à l'exception de Gabica qui avait attaqué quelques kilomètres auparavant. En tête du peloton, Anquetil est en l'ouvrage avec dans sa roue Bahamontes et Anglade. Bahamontes refuse absolument de mener. Il veut rendre à Anquetil la monnaie de sa pièce hier. Il regrette qu'Anquetil n'ait pas été pénalisé de davantage de 15 secondes. Descendre sur Luchon, Poulidor se souvient que l'an dernier, l'étape fut gagnée par Ignolin, mais lui réussit à distancer dans cette même descente Anquetil. Il est premier à 1 minute 40 secondes, Anquetil avec Gilbert de Smet, Anglade, Touché, Janssen et Elorza. Poulidor réussit à distancer dans cette même descente Anquetil, auquel il ravit, je crois, 29 secondes. Dans la voiture d'Antonin Magne, une bicyclette toute prête est là, mais Poulidor n'a pas d'accident, il ne crève pas, il ne tombe pas, et il pénètre dans Luchon, toujours seul en tête. La seule question que l'on se pose, eh bien, c'est de savoir s'il conservera une avance suffisante, sinon pour passer Anquetil au classement général et déposséder Georges Broussard, mais tout au moins pour revenir à la hauteur d'Anquetil, son rival numéro 1, le grand favori du Tour de France. Poulidor a donc pris aujourd'hui sa revanche contre Anquetil et le mauvais sort. Raymond Poulidor, sur le vélo, oui, c'était une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable. Une souffrance qui durait 1 heure, 2 heures. Un sportif de haut niveau, c'est la tête qui compte. Il faut gonfler la tête pour avoir de bonnes jambes. Quant à Jacques Anquetil, il était fait pour faire du vélo. Regardez ça, sa morphologie, son aérodynamisme et tout ça. Et lui, il était capable de se faire mal, de puiser, d'aller au-delà, parce qu'il avait une volonté farouche. Il avait dans la tête l'envie de vaincre. Puisqu'il était fait pour le vélo, il devait être premier, quoi. Il n'y avait pas de truc, quoi. C'est-à-dire que lui, il voulait gagner son 5e tour. Hein. C'est tout, hein. Et donc c'était automatiquement c'était la bagarre. Il connaissait les qualités de Raymond dans la montagne, donc voilà. Mais il faisait en fonction de lui, par exemple, c'était sa course contre la montre. Et à chaque fois, il donnait tout ce qu'il pouvait, mais il a toujours cette allure sur un vélo qui était si belle que les gens ne se rendaient pas compte qu'il souffrait. Ce dimanche 12 juillet, la 20e étape, le Massif central. C'est la seule étape avec une arrivée en haut d'un col. Poulidor sait que c'est sa meilleure et sa dernière chance de vaincre. Depuis 5 ans, la télévision diffuse les arrivées en direct et le passage des grands cols. Les retransmissions sont parfois balbutiantes, mais les audiences que l'on ne mesure pas encore sont au rendez-vous. Un rapide regard sur le classement général nous rappelle que Anquetil est en tête avec 56 Innovation, pour la première fois, une caméra filme depuis un hélicoptère. Que si Raymond Poulidor parvenait à remporter ici cette étape absolument extraordinaire, il deviendrait le leader du classement général si bien sûr Jacques Anquetil ne prenait pas la 2e place. Et pour tout vous dire, dans la caravane, on croit maintenant Raymond Poulidor capable de gagner cette étape ou tout au moins de faire 2e et de prendre les secondes nécessaires à Jacques Anquetil pour le déposséder de son maillot jaune. Le Puy de Dôme, c'est le grand rendez-vous. Poulidor part complètement dans l'inconnu et l'étape doit se jouer là. Gemignani, le directeur sportif qui est aussi le régional de l'étape, le sait. Il a fait changer de vélo à l'approche du Puy de Dôme. Anquetil a pris un vélo ultra léger, donc il sait que ça va être décisif. Puis je lui explique que j'ai toutes mes côte à côte d'entrée, toutes mes côte à côte. Il va rien comprendre. Et tu restes. Ne te mets pas dans sa roue parce qu'il ne doit pas et il risque quand même de te flinguer. Parce que moi, je ne savais pas, moi, qu'il n'était pas bien. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas bien, et ça m'a rassuré. Parce que j'ai vu qu'il restait avec Anquetil qui n'était pas bien. S'il reste avec Anquetil, c'est qu'il n'est pas bien lui aussi. Moi, j'avais décidé ce jour-là de faire la course comme si j'avais le maillot jaune. Je contrôlais un peu qu'il n'y ait pas d'échappée et tout. Et Anquetil, il savait que si je peux gagner l'étape avec 1 minute de bonification, qu'il perdait le Tour de France. Et Jiménez démarre encore. Poulidor répond. Jacques Anquetil aussi, oui. Perd quelques longueurs dans le démarrage, pour lui c'est normal. C'est Bahamontes qui comble. Derrière Jiménez qui s'est absolument envolé. Alors que Raymond Poulidor reste sur place en compagnie d'Anquetil. Ah, quel démarrage fulgurant de Jiménez. Jacques Anquetil n'a pas été surpris par Raymond Poulidor, lequel laisse partir pour l'instant Bahamontes et Jiménez. C'est l'instant crucial pour Poulidor qui approche les 3 derniers kilomètres. Il était ridicule en ce. Il est droit.
Et alors que la danseuse, c'est de se mettre sur une pédale, penser sur une pédale, et lui, il était tellement droit. Oh, il n'a pas bluffé, mais il était quand même à fond. Hein. Il commençait un peu à coincer quand même, je pense. Hein. C'est là que Raymond avait le culot qu'il n'a pas. Hein. S'il avait attaqué vraiment fort dès le pied, peut-être qu'il aurait pu le faire exploser, quoi, hein, peut-être. Hein. Mais après, le haut, il a limité la casse. Genre, il avait un peu d'avance. Hein, Poulidor y va, Anquetil le suit, et bon, ils sont au corps à corps, au coude à coude. C'est un des sommets dans l'histoire du Tour. C'est cet épisode-là, sur 4 ou 5 km, qui fait que ce Tour de France 1964, avec l'épisode final, avec quelques autres épisodes, il est vrai, fait que c'est le plus grand Tour de l'histoire. Et là, ils sont... au corps à corps, au coude à coude. Jacques Godet écrit ses plus belles lignes à ce moment-là, en disant la laine de leur maillot et leur respiration se mêlaient. Michel Vinouec écrit, ils étaient proches l'un de l'autre comme un buisson ardent. Et je veux dire, quelque part, c'est parfaitement sublime. Moi, je le suivais au Transistor. Nous avions une journée dans les Cévennes, on était en train de braconner avec les copains. J'avais le Transistor qui me rentrait dans l'oreille. On était vraiment avec lui. On le poussait, je ne sais pas s'il l'a senti. Anquetil qui arrache maintenant sa machine. Est-ce que Poulidor se détache ici? On a toujours cette impression, puisque son style paraît plus puissant. Il lâche Anquetil. Anquetil perd quelques longueurs sur Poulidor. Voilà des secondes qui vont compter double maintenant. En tout cas, Anquetil aura réussi à s'accrocher jusqu'au dernier kilomètre au sillage de Raymond Poulidor, qui aura peut-être tardé à porter son attaque. Poulidor qui va sprinter dans ce dernier kilomètre, mais il sera très intéressant de savoir pourquoi il a tardé à porter cette attaque sur laquelle il faisait reposer sa victoire dans le Tour de France. Il avait 56 secondes à combler sur Jacques Anquetil. Il ne semble pas qu'il pourra, en tout cas, prendre cette avance. Tout le monde se demandait pourquoi Poulidor il n'attaque pas, quoi. Parce qu'on voyait bien qu'Anquetil était au point de rupture, quoi. Mais il s'est bien caché son jeu quand même, parce qu'il avait le visage impassible, même marqué, mais comme toujours dans l'effort. Hein. Et surtout qu'il y avait eu 200 km avant d'arriver hein, au Puy-de-Dôme. Et puis soudain, il a craqué après la flamme du dernier kilomètre, là. Peut-être parce qu'à ce moment-là, c'est même pas tellement Poulidor qui a attaqué, il y a eu en même temps, quoi, Poulidor qui accélérait un petit peu, et puis Anquetil qui décélérait, parce qu'il a perdu, dans les 800 derniers mètres, 5 secondes tous les 100 mètres. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a dit sur ce Puy-de-Dôme, que Jacques m'avait bluffé et tout, c'est pas vrai du tout. On ne bluffe personne dans une ascension, surtout où le Tour de France va se jouer. C'est-à-dire, on a donné tout ce qu'on avait de nous, hein. Et puis Jacques a craqué le premier, et puis bon, il a pris, je crois que je lui ai pris 53 ou 55 secondes en l'espace de 900 mètres. Poulidor termine maintenant. Sur la légère ligne droite, il doit foncer jusqu'au bout, certes. Il n'en a guère envie de foncer, mais c'est crucial pour lui. Attention, top pour Poulidor, 55 secondes environ. Pour Jacques Anquetil, qui termine même en roue libre. Top pour Jacques Anquetil, mais il y a, semble-t-il, 41 ou 42 secondes que Raymond Poulidor est arrivé. Et Jacques arrive moribond. Moi, j'arrive et il est évanoui. Il était... Bon Dieu. Mais dans un souffle, et puis combien? J'ai tout de suite compris. Il est à 17 secondes d'avance. Il dit j'en ai 16 de trop. Voilà, ça c'était Anquetil. Vous savez, Jacques Anquetil, quand il avait quelque chose à défendre, maillot sur le dos, c'était difficile à lui prendre. Et ce jour-là, il a prouvé, il a été au-delà de ce qu'un être humain peut aller. Raymond, je vais vous demander encore un effort. Est-ce que vous pouvez, c'est presque odieux de ma part de vous demander ça, mais vous pouvez regarder la caméra et nous dire ce que vous pensez de cette ascension et surtout pourquoi avez-vous tardé? C'est presque un reproche qu'on a envie de vous adresser. Pourquoi avez-vous tardé à démarrer? S'il vous plaît, si j'ai tardé, c'est que Jacques Anquetil était fort et il était continuellement dans ma roue. J'ai que pu le lâcher à 1 km du sommet. Et maintenant, est-ce que vous pouvez battre Anquetil avec un écart de 15 secondes exactement au classement? 14 secondes au classement 14 général. secondes, évidemment. S'il n'était pas si fort contre la montre, je dirais oui. Une défaillance est toujours possible, mais je n'y crois guère. Mais pour moi, le Tour se terminera qu'au Parc des Princes.
Merci Raymond Poulidor. Je pense que vous aurez assisté au match le plus extraordinaire que le Tour de France ait connu depuis très très longtemps. C'était un courageux et un gagneur. Donc, il avait souffert dans le Tour d'Italie, il avait surmonté en Valira. C'était pas pour 2 jours à l'arrivée de Paris de laisser tomber le maillot. Et pour lui arracher un maillot, j'en connais pas qui lui l'ont arraché. Donc il est indomptable dans des trucs comme ça. Ça s'explique pas, c'est le gagneur absolu. C'est ce qui a manqué certainement à Raymond, c'est ce qui manque à beaucoup de coureurs d'ailleurs. Heureusement que tout le monde n'était pas gagnant comme lui. Poulidor, grâce à cette étape, est devenu un client, un champion. Grâce à Anquetil, puisque c'est la rivalité avec Anquetil, il entre dans la cour des grands. Et c'est pour ça que lui a toujours vénéré Anquetil, et il le vénère encore plus, parce que grâce à lui, grâce à ce duel, Poulidor devient un champion à ce moment-là. Et donc cette une du lundi 13 juillet, c'est la une de tous les poulidoristes. On a tous ce numéro dans le frigo, dans le coffre, dans le grenier, dans le Galta ou dans la cave à vin. Poulidor est enfin fantastique. Et donc celle-là, je veux dire, des anquetilistes ont essayé de me la voler. Ils n'y sont pas arrivés. la visière de Traviole, comme toujours, c'est ce que certains lui reprochaient, mais moi je le vénérais pour ça aussi. Anquetil est apprêté, il est trop beau, il a les gants de chevalier. Poulidor nous touche, il y a de l'émotion, il essaie, il donne le meilleur, mais bon, ça ne sera pas tout à fait suffisant. Mais il garde même encore sa casquette. À la fin de l'année 1961, la télévision crée une émission d'information sportive. Dès le 3e numéro, Robert Chapat, un ancien coureur du Tour, signe un reportage alarmant. Avec passion et avec compétence, il veut alerter le monde du vélo. Sur la route olympique à Rome, ce jeune coureur soutenu par 2 camarades n'a plus que quelques instants à vivre. Dans quelques centaines de mètres, il va s'effondrer et mourir. Plus tard, la police donnera ses conclusions. Janssen était dopé. Améliorer les performances par le dopage ne date pas d'hier. Déjà, en 1924, le Petit Parisien, un journal très populaire, envoie son grand reporter vedette Albert Londres sur le Tour. Au café de la Gare à Coutances, il interviewe Henri Pélissier. Le récit de son calvaire stupéfie Albert Londres. De cette rencontre est née une des légendes les plus fortes du Tour de France, celle des forçats de la route. Nous y voici, ces gorges sont admirables. 10 juillet 1960, un événement tragique sur le Tour et une nouvelle prise de conscience du dopage. Roger Rivière est déjà un champion malgré ses 24 ans. Il est en passe de remporter l'épreuve. Voici le lieu du drame, au kilomètre 55, à midi 14. Dans une faille de cette murette, Roger Rivière s'est engagé. À la suite, a-t-il dit, d'une rupture des freins, il crie à Marcel Bidot, « Ne me touchez pas, je crois que j'ai les reins brisés ». Il sait qu'il vient de perdre. Dans les poches de son maillot, les médecins trouvent 2 cachets de palfium, un analgésique très puissant découvert quelques années auparavant. Avez-vous connu dans le Tour de France des coureurs encourant un risque énorme par l'absorption massive de stimulants? Bien, j'en ai connu parce que là, j'en ai ramassé. Bon, vous savez que certains médicaments qui empêchent la douleur, par exemple, diminuent la sensibilité profonde. Ce qui fait que lorsque vous voulez appuyer sur une manette de frein, votre sensibilité n'existant plus, à ce moment-là, vous n'appuyez rien tout en croyant vous servir de votre frein et c'est la catastrophe, la chute. Il y a eu un grand virage, ça a été 60. Et il y a 3 champions qui ont aidé à ça, sans se pourvoyer longuement. C'est Rivière, Anquetil, Van Looy. Certainement. Qui ont dû faire des essais, parce qu'on a été les voir, on dit attention, on a trouvé des produits. Qu'à l'époque, nous, on ne connaissait pas quand même, il faut reconnaître, quoi. À nos époques, nous, il y avait des amphétamines, du caféine, des trucs comme ça. Et puis, on avait peur. Oh là là. Moi, je me rappelle, j'ai fait tout un tour, avec 2 mètres de citron dans un papier, du papier, et je ne l'ai jamais pris. Ah, je l'ai jamais pris, j'avais peur. Il faut vraiment être dans la chambre avec le coureur pour savoir ce qui se passe, hein. Parce que plus hypocrite qu'un coureur, ça n'existe pas, il en faut 2, hein. Le gars qui a tué sa belle-mère, il ne va pas le dire à tout le monde, hein.
Il y a des choses qui sont personnelles, quoi, c'est tout. Hein. Le gars qui se charge. Il y a un certain, bon, il est un peu barjot et ils annonçaient la couleur, quoi. Ouais. Moi, je l'ai pour t'aider pour ça, mais la pharmacie, c'est pas de mon problème. D'abord, j'y connais rien. Alors, tu fais attention. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et effectivement, j'ai jamais su s'il prenait quelque chose ou pas. Antoine Emagne, bon, il était un peu radioesthésiste. Je sais pas si on appelait ça comme ça. Et le soir, il nous prenait la tension. Et il avait une vingtaine de fioles, là. C'était de l'homéopathie, puisqu'il y avait, la pharmacie Wagram qui fournissait en homéopathie, qui faisait l'homéopathie et qui fournissait à base de plantes tous ces produits. Et il nous prenait la tension et il nous prenait la main avec son pendule. Et quand le pendule tournait à l'endroit, on prenait un morceau de sucre et il nous mettait une dizaine de gouttes sur ce morceau de sucre et on le mettait sous la langue, voilà. Et puis, je le raconte souvent, il y a ce fameux bidon d'eau blanche. Quand il y avait un coureur qui marchait bien, il lui disait, aujourd'hui, vous aurez droit au bidon d'eau blanche. Et à chaque fois, le coureur qui avait ce bidon d'eau blanche, il gagnait. Il gagnait. C'était quelque chose d'extraordinaire. On disait, mais qu'est-ce que c'est ce bidon d'eau blanche? Alors il y a un coureur qui a été un peu plus malin que les autres, il a gardé un peu de ce produit, et puis il a fait analyser. C'était du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, ça enlève l'acidité des jambes, et ça vous facilite la digestion et autres, voilà. Et vous avez pas mal aux jambes, voilà. Mais par exemple, moi j'ai toujours dit, je l'ai fait chambre avec Raymond plusieurs fois, à mon avis, ça a toujours été un des plus sains du peloton. Leur profession, c'est la bicyclette. Et comme tous les travailleurs, ils ont leur langage et aussi leur secret de métier. Qu'est-ce que ça veut dire saler la soupe? Saler la soupe, c'est autre chose. Saler la soupe. Saler la soupe. Jacques Anquetil, qu'est-ce que cela veut dire saler la soupe? Saler la soupe? Mais à quel moment a-t-on employé cette expression? C'est une expression d'argot du Tour. Je n'ai pas tellement entendu ça dans le Tour de France. Saler la soupe, ça c'est autre chose. Un coureur qui marche pas trop d'habitude, du jour au lendemain, s'il se met avec la boussée, on dit tiens, il a dû saler la soupe celui-là. Moi, saler la soupe, ça c'était le truc de... Ouais. Mardi 14 juillet, la 22e étape. En ce jour anniversaire de la Révolution française, c'est la lutte finale entre les deux champions. La dernière étape est un contre-la-montre, l'épreuve de vérité. Poulidor part 2 minutes 30 avant Anquetil. Les supporters se sont massés tout au long des 27 km 500 entre Versailles et Paris. Lequel va l'emporter? Rien n'est joué, que le meilleur gagne. Après 4359 km de course, 160 mètres seulement séparent Anquetil de Poulidor. Et après être resté en selle 123 heures, 14 secondes seulement séparent Anquetil de Poulidor. Cette dernière étape, Versailles, le Parc des Princes, pratiquement à 3 km de l'arrivée, on était ex-aequo. On était ex-aequo. Anquetil a fait la différence, boulevard de la Reine, sur les 2 km, 3 km de plat. Sinon, à 4-5 km de l'arrivée, on était pratiquement ex-aequo. Si Jacques avait eu une crevaison, quoi que ce soit, ben, il était marron. Il a grignoté seconde par seconde. Alors moi je venais, coup de klaxon, j'avais pas le droit de me mettre à côté avec la voiture, mais j'ai le droit de venir derrière. Donc il se retournait et il voyait l'ardoise, j'avais même pas besoin de parler. J'avais un gros plus et un moins, et il voyait plus, alors plus, 10 secondes, alors là, ça lui donne moral. Ça lui donne le moral. Le renseignement dans le contre-la-montre, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous ne renseignez pas votre coureur contre la montre, ah oui, mais il y a le règlement. Ah, le règlement, mais on le contourne, le règlement.
eh bien, Poulidor est revenu à 3 secondes d'Anquetil. Donc, ils étaient pratiquement dans le même temps et tout était encore possible, puisqu'il y avait là aussi 30 secondes de bonification au premier au Parc des Princes. Donc, Poulidor, il lui suffisait d'arriver avec 5 secondes d'avance sur Anquetil pour remporter le Tour de France. Denis, on a Jean Bruno sur la route du Tour. Jean, vous êtes là? Bien, ici le Parc des Princes, vous entendez l'explosion de ce parc qui vient de saluer l'entrée de Raymond Poulidor sur la piste. J'ai regardé mon chronomètre, il y a exactement 15 secondes que Raymond Poulidor a franchi le tunnel. Il se trouve maintenant sur la ligne opposée. Il a débordé par Montes, il va arriver, il prend le dernier virage là-bas. Et maintenant, il n'est plus qu'à 250 mètres de l'arrivée. Par Montes essaie de s'accrocher derrière. Raymond Poulidor va arriver maintenant, il est sur la dernière ligne droite et dans quelques instants sera le deuxième top de l'arrivée. Attention, le voilà, top. Raymond Poulidor vient de franchir la ligne tandis que Raymond Montes était dans sa roue. Je regarde maintenant mon chronomètre car ce sera le dernier top de cette journée lorsque Anquetil avec son beau maillot d'or va sortir du tunnel. Une minute et demie, pardon. Il est là, vous pensez? Le voilà, vous allez la voir dans quelques instants. Nous le laissons, nous arrivons à la dérivation. Alors à vous pour Jacques Anquetil. Et actuellement, tout le stade attend l'arrivée. Le voici surgissant maintenant. Je vous assure que ce n'est pas gagné. Effectivement, Jacques Anquetil effectue maintenant le virage. Il prend la ligne opposée. Il passe devant la tribune Tour de France. Le public l'encourage. Dame, le public l'encourage. Jacques Anquetil est en train de prendre maintenant le dernier virage. Il le prend d'ailleurs trop bas. Je vous assure qu'il donne le meilleur de son effort. Voici la ligne droite. Attention, et voilà. Et top! Il vient de franchir la ligne et il ne reste plus maintenant qu'à attendre la décision, non pas des êtres humains, mais des mécaniques, puisque aussi bien vous le savez, ce sont les horloges mécaniques qui règlent au fond cette décision du Tour et tout le monde attend dans l'anxiété. Il y avait une dizaine de journalistes autour de lui qui lui avaient dit sur la foi des derniers écarts connus à 3-4 km de l'arrivée qu'il avait 3 secondes et qu'il avait donc dû peut-être... et tout le monde lui avait dit ça y est Raymond, t'as gagné, t'as gagné. Allô, oui. Alors Jean-Bruno, je vous reprends l'antenne parce que Raymond Poulidor ne sait pas encore qu'il a perdu le Tour de France. Raymond Poulidor, c'est Jacques qui gagne. Ben oui, on me disait que j'avais gagné. C'était formidable ce que vous avez fait tous les deux. Formidable. Alors Raymond, comment vous réagissez? Oui, enfin je le sais, non, mais je viens d'apprendre que le temps de Jacques Anquetil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi, alors j'ai perdu le Tour de France. Sur le pont de Sèvres, vous n'aviez que 5 secondes de retard sur Jacques Anquetil après en avoir compté 12. Et à l'arrivée, vous en avez 21. Est-ce que vous avez mal terminé? Non, j'ai pas mal terminé, mais c'est Jacques qui a dû terminer très très fort. Sur les 3 derniers kilomètres de ligne droite, il a terminé très fort. Est-ce que vous y croyez beaucoup à votre victoire au départ de Versailles? Lorsque j'ai été reconnaître le parcours, j'avais espoir. Mais j'y croyais évidemment pas trop, car j'avais affaire à Jacques Anquetil, qui est pour ainsi dire imbattable dans ce domaine. Deuxième, même derrière Anquetil, pour vous, c'est une déception? Non, c'est pas une déception. Non. Écoutez, je pense que vous allez pouvoir... Jacques, vous allez pouvoir vous réunir ici. Pardon, s'il vous plaît. Sous les caméras de l'Eurovision. Voilà. Voilà Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. J'espère qu'un jour tu gagneras le Tour de France parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être deuxième à quelques secondes. Hein. Tu es un très bon perdant et je te félicite pour ça, vraiment. Merci, Jacques. C'est un plaisir. Anquetil est un super champion, mais Poulidor reste mon champion. Voilà, c'est la sérénité. Il est heureux de se retrouver sur le podium. Il faut voir qu'il vient du fin fond de la Creuse, de la misère noire, et quelque part il est sur le podium. C'est un truc fabuleux dont Anquetil ne se rend pas vraiment compte. Si Anquetil gagne son 5e tour, si c'est le vainqueur absolu, pour moi, Poulidor est mieux que deuxième. Anquetil en tête. Ben, il n'a pas toujours été en tête, hein. Quelquefois, on a inversé les rôles. Je suis en tête. Enfin, c'était un champion. Hein. C'était un grand. Vous êtes devenu très, très ami après avec Anquetil. À un moment, quand il était malade, quand vous l'avez appelé... Je téléphone, je prends de ses nouvelles, et puis on discutait tout.
Et il me dit la chose suivante, pratiquement avec le sourire. Alors, c'est là que il faut avoir quand même un sacré tempérament. C'est pour ça qu'Anquetil, on ne peut pas le classer. Il est inclassable. Ah, il m'a dit, tu vas encore faire deuxième. Hein. Tu seras encore deuxième. Et presque avec le sourire, alors qu'il est mort quelques jours après. Terrible. Hein. Ah, c'est beau aussi. Oui. C'est courageux.